Commençons notre voyage dans l'océan Pacifique. Perdus dans l'immensité de ce vaste océan, les affleurements rocheux des îles Marquises forment un point de repère pour la vie marine. Ayant chassé toute la nuit, un énigmatique dauphin à la robe noire est attiré par ces eaux tumultueuses. Péponocéphale, tel est le nom que les savants lui ont donné. Traduisez tête de melon, un sobriquet pour un dauphin méconnu. Les montagnes jaillies de l'océan Pacifique sont flanquées de reliefs tourmentés où l'alizé se brise. Au large de ces eaux brassées qui déchirent les falaises de Nuku-Hiva, on peut assister à un curieux spectacle. Réglées comme des métronomes, les têtes de melon abandonnent à heure fixe leur vaste territoire de chasse. Le ventre plein, ils parcourent des dizaines de kilomètres à fleur d'eau, leurs têtes coniques fendant aisément la surface. Des groupes se forment par affinité. Les compagnons de route connaissent leur destination, toujours la même, tous les jours, à la même heure, des dizaines, des centaines bientôt. Leur destination, la pointe Topatuo, minuscule excroissance rocheuse sur plusieurs kilomètres de côte. Pourquoi ici? Nul ne le sait. Le but de ce rassemblement, dormir au soleil. Le dauphin tête de melon ne sait se reposer que flanqué de centaines de ses semblables, et toujours en surface. Le soleil les chauffe, mais les soumet à une forte irradiation. Comme tous les dauphins d'eau claire, les têtes de melon ont un dos fortement pigmenté. Les longs moments d'apnée sont ponctués de respirations qui se font également de concert. Le tête de melon maintient ses poumons gonflés pour flotter. Notre oreille est incapable de déterminer qui est qui et qui fait quoi. Heureusement, les têtes de melon portent des marques naturelles sur la peau qui nous permettent de les identifier. Tel est le cas de Caïd et Cicatrice. Le premier a une marque blanche au sommet du crâne. Le second a une balafre sur le flanc droit. Caïd et Cicatrice sont inséparables. Chaque matin, ils paradent ensemble. Cette énorme entaille sur le flanc de Cicatrice est la preuve que les dauphins font souvent de dangereuses rencontres. Comme ce jeune requin tigre remonté des profondeurs. Les spécialistes entrent immédiatement en action. Cicatrice et Caïd font rempart. Le jeune requin a vite fait de sonder.
Pour tester l'efficacité du groupe, notre caméraman prend le relais. La défense s'organise immédiatement. En quelques sifflements, les renforts sont rappelés. Tous feront barrage devant la nurserie où le jeune pourra évoluer en sécurité. Chez les têtes de melon, la sécurité passe par le groupe, dans le repos comme devant le danger. La cohésion du groupe assurait aussi la sécurité du dauphin commun reclus en Écosse. Alors pourquoi ces spirales solitaires? Aurait-il été accidentellement emporté par un courant? Pour le savoir, remontons le Gulf Stream. Ce courant chaud qui finit sa course sur les côtes d'Écosse naît aux Bahamas. À sa source, un dauphin vit en groupe dans un royaume de sable blanc et d'eau turquoise. Les dauphins du Gulf Stream subissent la forte irradiation solaire et se couvrent de taches avec l'âge. Leurs troupeaux sont désordonnés, voire anarchiques. Seules les structures familiales mère-petit perdurent. L'égalité des sexes est la règle. Ni harem, ni partenaire unique, ni dauphin dominant. Leur passe-temps favori, faire et défaire des groupes au hasard de leurs rencontres. Les dauphins du Gulf Stream partagent tacitement leur territoire avec les dauphins Tursiops. Organisés en société matriarcale, ils peuplent tous les océans du monde, à l'exception des zones polaires. Les poissons rasoirs qui peuplent les bancs de sable des Bahamas ont définitivement catalogué les dauphins Tursiops comme d'impitoyables tueurs. Pour repérer ses proies, le dauphin dispose d'un système de sonar d'une étonnante efficacité, l'écolocalisation. Il émet des clics avec son larynx, des ultrasons amplifiés par des amas de graisse situés sous son front. Lorsque ces ondes sonores touchent un obstacle, elles sont renvoyées en écho vers le cerveau qui les analyse. Quand il a décelé la présence d'un poisson rasoir, il augmente la fréquence des clics pour obtenir une image sonore encore plus nette. Autrement dit, à travers le sable, il voit sa proie avec ses oreilles.
Autres prédateurs, autres armes. Le requin nourrice possède une glande nasale appelée ampoule de Lorenzini, qui lui permet de détecter le champ électrique créé par les poissons rasoirs. Il peut ainsi les localiser sous le sable. Autre possibilité adoptée par cet individu, attendre les reliefs des repas des dauphins. Mais il n'en aura pas. Chez les Tursiops, la communication passe par les émissions sonores. Mais les sons émis par les dauphins n'ont pas tous la même fonction. Les clics servent à l'écolocalisation. Mais il y a aussi des jappements et des sifflements qui font partie du langage courant. Il semblerait même que chaque dauphin émette un sifflement qui lui est personnel, sa signature en quelque sorte. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse. Le sonar biologique est un outil ultra perfectionné. Mais encore faut-il savoir s'en servir. Les jeunes dauphins apprennent avec leur mère, par imitation. Repérer, observer, saisir la proie au bon moment. Toutes ces méthodes, transmises de génération en génération, ont fait du dauphin Tursiops un super prédateur. Plus généralement, on pense que chaque lignée de dauphins cherche à perfectionner et à diversifier au sein de son groupe l'apprentissage des techniques de chasse. Lorsque vient la nuit, certains groupes de dauphins du Gulf Stream se reforment en prévision d'un festin collectif. Quand la lumière disparaît, l'ouïe du dauphin prend le relais de sa vue. Il situe ses compagnons grâce à leur sifflement, même dans le noir complet. Une image mentale en 3 dimensions en quelque sorte. Puis, cette image mentale s'enrichit des informations des proches. Direction, vitesse, profondeur, activité et aussi présence de proie. Les proies sont en majorité des poissons et des calmars. Avec la nuit, elles gagnent la surface, comme cette carangue échevelée. Les dauphins qui ont repéré la proie signalent aux autres sa présence. Mieux encore, ils se la partagent. Mais sans le groupe, il est difficile pour les dauphins de se nourrir. Un individu isolé, comme celui qui s'est égaré dans les hautes latitudes écossaises, ne peut errer longtemps l'estomac vide. Pour l'instant, ses appels sont restés vains. Dans sa solitude, il monologue dans quelques centimètres d'eau. Pour estimer ses chances de survie à faible profondeur, poursuivons notre voyage à la source du Gulf Stream.
Parfois, dans les régions tropicales comme ici en Floride, la bande côtière ne forme pas une frontière nette avec l'océan. Ces zones littorales sont un entrelac de bras d'eau et d'îlots couverts de forêts, la mangrove, une profusion de plantes dont les racines s'abreuvent d'eau salée. Ces eaux calmes et tièdes regorgent de vie. Plancton, crustacés, poissons prospèrent dans la mangrove. Une telle abondance attire aussi les prédateurs. Les plus redoutés ici sont encore les dauphins Tursiops. Toujours organisés en commando, les Tursiops font régner la terreur dans les bancs de mulets. Les eaux de la mangrove sont boueuses, opaques. La visibilité sous-marine est nulle. Aucune importance pour les dauphins et leur sonar. Quelques individus, les sentinelles, encerclent le banc de poissons. Leur but est d'effrayer les mulets pour les obliger à former au milieu du cercle un peloton plus compact. Ces coups de queue provoquent de terribles détonations sous-marines, idéales pour affoler les mulets. Une fois les poissons réunis en groupes bien denses, les sentinelles les obligent à monter vers la surface. Là, ils sont coincés. Les assaillants passent à l'action. Un coup de nageoire caudale asséné par en dessous suffit pour assommer un mulet. Celui-ci est projeté en l'air avant de retomber sur l'eau. Avec son ouïe très développée, le dauphin n'a aucun mal à le localiser. L'une des particularités des dauphins Tursiops est leur faculté d'adaptation, et certaines communautés sont volontiers nomades, ce qui suppose parfois d'apprendre à chasser autrement. En descendant le Gulf Stream, en Caroline du Sud, les palétuviers cèdent progressivement la place à des bancs de boue plantés de hautes herbes. Là encore, les dauphins trouvent des mulets en abondance, mais ils ont dû mettre au point une autre méthode pour les capturer. Il arrive que les groupes de dauphins se dispersent dans les bras d'eau. Certains individus essayent alors de chasser le mulet en solitaire. Sans succès. Le chasseur solitaire décide finalement de faire appel au groupe. Il repère une plage de vases mise à nu par la marée basse et il va chercher les autres. Cette fois, ce n'est plus la surface de l'eau qui sert de barrière pour coincer les poissons, mais les monticules de vase. Les mouettes rieuses profitent impunément des festins des Tursiops. Voilà ce qui motive une telle association.
Mais les quantités qu'elles volent sont minimes par rapport à celles qu'ingurgitent quotidiennement les dauphins. 5 à 8 kilos de poissons par individu. Quand la marée remonte et vient recouvrir les plages, la chasse est finie. Les tursiops ne peuvent pas coincer les poissons dans les hautes herbes. La chasse en groupe garantit une grande efficacité. Les tursiops ne passent que 10% de leur temps à chasser, ce qui leur laisse de longues heures pour faire autre chose. Dans les zones côtières du golfe du Mexique, les hérons cendrés sont témoins d'autres exploits des tursiops. Surfer sur les vagues d'étraves des navires, voilà à quoi les dauphins tursiops consacrent leur temps libre. Le fin du fin consiste à utiliser au mieux la force de la vague, à se déplacer avec le moins d'efforts possible. Chaque fraction de seconde passée dans l'air, où la résistance est moindre que dans l'eau, accélère la course et représente une économie d'énergie. Fréquemment, les goélands argentés surplombent les dauphins à l'étrave des pétroliers. Une association certainement dictée par l'opportunité de profiter des masses d'air poussées par le géant d'acier. Et peut-être par l'habitude d'une association intéressée. Mais ici, il n'y a rien à attendre des dauphins à l'heure du jeu. Rien d'autre qu'un spectacle époustouflant. Pour le dauphin esseulé et affamé, pas question de dépenser de l'énergie en jouant. S'il ne trouve pas un groupe d'adoption, il est condamné. Retournons avec ses cousins du Pacifique, évaluer ses chances d'être adopté. Les eaux tropicales de l'atoll de Fakarava en Polynésie sont habitées par une société de dauphins qui se structure par affinité de caractère. La société des Stenel à long bec. Une société de copains en quelque sorte. Des copains toujours ensemble.
ce groupe d'infatigables nageurs est uni. En apparence seulement, comme nous allons le découvrir. À quelques coups de nageoire de Fakarava, voici les eaux turquoises du lagon de Rangiroa, un atoll corallien qui abrite les inévitables Tursiops. Dans ce paradis, tout semble paisible, en apparence. Ici, priorité au plaisir des sens. Les couples s'adonnent à des jeux sexuels, même en dehors des périodes d'ovulation. Les mâles font de leur mieux pour séduire, ce qui donne de superbes balais. Un comportement social qui renforce la cohésion du groupe. Une récréation qui semble indispensable au bien-être des individus. Un jeune mâle évolue généralement avec d'autres mâles de son âge. Pour s'accoupler, fait plutôt rare, il n'y a pas de jalousie. Tous partagent tacitement les faveurs d'une femelle en chaleur. Ainsi va la vie des groupes des mâles adultes. Les dauphins ont la sensibilité à fleur de peau. Souvent, ce sont les femelles qui prennent l'initiative de la parade. Les amoureux cherchent à s'isoler. Impossible avec plusieurs prétendants excités. Privé de la protection du groupe, de compagnons de chasse et de jeu, le cousin d'Écosse met sa vie en danger. Pour survivre, il a besoin du contact des siens ou de proches cousins. Les chances de rencontre sont infimes, mais elles existent. En témoigne l'incroyable destinée de la stènelle de Fakarava. Un jour, cette stènelle s'est égarée alors que son groupe croisait dans les eaux de Rangiroa. Séparée de sa mère, elle n'avait aucune chance de survivre seule. La voyant désemparée, des dauphins Tursiops l'ont aussitôt adoptée, malgré ses différences physiques et culturelles. Les émissions sonores de la stènelle ne sont pas les mêmes que celles des Tursiops. Qu'à cela ne tienne, elle communique avec sa famille adoptive par le langage du corps, et elle apprend avec elle à vivre dans cet univers côtier si différent du large et à parader au quotidien.
En prélude à l'accouplement, le mâle caresse la zone génitale de sa partenaire avec toutes les parties de son corps, les battoirs, la queue, la bouche. La stènelle prend vite goût à ces jeux sexuels. Elle semble apprécier particulièrement les nasardes et autres caresses frontales. Dans son groupe d'origine, la stènelle solliciterait les caresses en se contentant de nager à proximité du partenaire. Le coït est bref. Il ne dure que 5 à 15 secondes, mais les partenaires le répètent plusieurs fois. Bien entendu, en dehors des périodes de fécondité, ces accouplements ne mènent à aucune grossesse. Malgré ses caractéristiques physiques différentes, la stènelle est donc acceptée par le groupe. La société de dauphins prête assistance à tous les individus qui la composent, sans exception. Et cette solidarité s'exerce en toutes circonstances, dans le danger comme dans les jeux. Mais jusqu'à ce jour, les jeux entre les Tursiops et la stènelle n'ont pas donné de naissance hybride. Le lagon de Rangiroa est une ceinture corallienne éventrée par 2 passes. 2 passes comme 2 ouvertures sur tous les dangers. Dans ces eaux brassées par les courants, la vie marine et sous-marine est d'une rare intensité. Transportées par les courants, des espèces vivant d'ordinaire en haute mer parviennent malgré elles dans les lagons, entre autres les méduses. Les serpents marins, eux aussi, se laissent porter et emporter par les courants. Cette espèce, la pénamide bicolore, est excessivement venimeuse. Sa morsure entraîne la mort presque instantanément. La présence d'un serpent marin est rapidement décelée par les dauphins. Les sentinelles se chargent de le faire déguerpir. Ce serpent est-il sérieusement pourchassé ou simplement le prétexte à un jeu ? Finalement, le serpent est écarté sans incident. Mais toute cette agitation a été perçue en eau profonde par un des plus redoutables prédateurs des dauphins, le requin à pointe blanche. Ce requin s'en prend le plus souvent aux mères Tursiops, qui ont un petit.
Un commando de défense entre en action. Tout d'abord, 2 sentinelles qui vont tenter de forcer le requin à retourner d'où il vient. Apparemment, la manœuvre d'intimidation menée par les 2 sentinelles n'a pas suffi. L'une d'elles va chercher du renfort en surface. Pendant ce temps, 50 mètres plus bas, la guerre psychologique continue. Une autre sentinelle est venue seconder la première. Il ne faut surtout pas cesser de marquer le requin. Les dauphins essayent de déboussoler le requin en tournant autour de lui en tous sens et à toute vitesse, pour l'impressionner, et peut-être aussi pour gagner du temps en attendant les renforts. Les renforts les voici. Ils vont contraindre l'ennemi à redescendre dans les profondeurs. Vers moins 70 mètres, le requin pointe blanche capitule enfin. À la surface, on fête l'heureux dénouement par des cabrioles. Certains chercheurs pensent que les dauphins rêvent. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ils dorment. Au total 8 heures par jour, mais de façon discontinue, par tranche de 5 minutes à 2 heures. D'après certains cétologues, les dauphins sont des dormeurs éveillés. Pendant leur sommeil, leurs 2 hémisphères cérébraux sont dissociés. L'un assure la tonicité du corps, l'activité des muscles qui président à la respiration et à la locomotion. L'autre est au repos. En changeant de position, le dormeur inverse les rôles. La moitié du cerveau qui dormait entre en activité et vice-versa. Pendant les siestes, il y a toujours quelques individus pour monter la garde et assurer la sécurité du groupe. La stènelle au long bec s'est parfaitement adaptée au mode de vie des dauphins Tursiops. Elle prend ses tours de garde comme les autres. Elle va bientôt pouvoir rivaliser d'adresse avec eux.
La force du courant dans les passes de Rangiroa est phénoménale. Aucun homme n'oserait surfer sur ces vagues. Pour les Tursiops et la Stenelle, il n'y a pas mieux. Ils ignorent superbement le danger. Ce qui compte, c'est de jouer ensemble, de se mesurer comme des athlètes. Pendant ces concours d'adresse, on instaure des rapports hiérarchiques, on noue des amitiés. L'adoption aura duré 4 ans. Depuis, il semblerait que la Stenelle ait réintégré sa famille d'origine à Fakarava. Sur l'île de Skye, le cousin du clan des dauphins communs n'a pas eu la même chance. Sa seule aide est venue d'un bipède aussi curieux que désemparé, l'homme. Mais l'être humain ne peut le délivrer de cette solitude. Il va devoir regagner le large pour tenter de trouver une famille d'accueil. Cap vers le grand sud, au royaume des albatros vagabonds. Ce dauphin, comme la plupart des cétacés, compte sur un 6e sens dont nous n'avons guère idée, le sens magnétique. Des zones de son cerveau recèlent des cristaux de magnétite, grâce auxquels il dispose d'une manière d'aiguille aimantée interne, aussi importante pour la navigation que la boussole du marin. Les couches superficielles de l'océan canalisent sur de très longues distances les sifflements d'une autre espèce de dauphin, les lagénorhynques obscurs. Le dauphin commun a vite fait de repérer ses petits cousins grégaires pourvus d'un bec très court. Il ne semble nullement hostile à la présence du nouveau venu. Comme pour la Stenelle de Rangiroa, les émissions sonores du dauphin commun diffèrent de celles de son groupe d'accueil. Le langage des corps sera son salut. Ainsi, il ne comprend pas l'appel de la matriarque qui invite ses troupes à plonger vers les profondeurs. Il ne fait qu'imiter. Voici 200 mètres plus bas ce que les dauphins sont venus chercher. Les bancs d'anchois.
Les promesses de festin attirent déjà les pique-assiettes habituels. Dans l'immensité de l'océan, de telles mannes vont attirer les opportunistes de tous horizons. Les lions de mer à faible profondeur. Le dauphin commun fraîchement intégré. À force d'être tiraillée de toutes parts, la boule d'anchois s'est dispersée. Il faut la regrouper. Aucun problème pour les dauphins et leurs bulles d'air. Comme chez les tursiops, ces détonations sous-marines effraient les proies qui se regroupent instinctivement. Pour mieux être livrés aux bons soins de tous les convives. Ainsi, le dauphin commun solitaire est sauvé par l'altruisme de ses cousins. Son destin sera désormais scellé à celui de la communauté des Laguénorrhinques, sous l'œil attentif d'un certain goéland solitaire.